Les amis, on a appris une nouvelle assez étonnante parce qu'il n'y avait pas de rumeurs sur les matchs précédents. Il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir raconter, mais les Grizzlies ont donc décidé de se séparer de leur coach qui est là depuis plusieurs saisons, le coach le plus victorieux de l'histoire de la franchise des Grizzlies. Taylor Jenkins a été débarqué. C'est son assistant Tuomas Isalo, l'ancien coach du Paris Basketball, qui arrive. On en a déjà beaucoup discuté entre nous, mais on a eu plein d'intuitions quant au pourquoi, au comment. On va commencer par ce que tu as ressenti quand il a été viré. Honnêtement, on a été très surpris. Oui, la surprise, il y a deux choses. Il y a le timing. On est quand même à moins de 10 matchs de la fin de la saison régulière. Le bilan de Memphis cette saison, il est très bon. Ils ont longtemps été deuxième de la conférence Ouest. Ils sont encore en lutte pour être, pourquoi pas, une des équipes qui a l'avantage du terrain au premier tour. On a vu un style de jeu nouveau cette année en attaque qui marche plutôt pas mal, même si ça fait pas que des comptants au sein de l'équipe. Bon, déjà au niveau du bilan, ça marche pas mal. Depuis que Taylor Jenkins est là, il a fait partie de cette transition ultra rapide de l'après Conley, Gasol, Randolph pour amener cette équipe-là de nouveau dans le haut de la conférence Ouest et être une équipe chiante en play-off. Ils l'ont été pendant 2 ans. C'est aussi un coach qui a continué à gagner quelques matchs malgré un nombre de blessures incalculables et de suspensions, qui a lancé aussi des jeunes joueurs. On pense à Aldama, on pense à Triple J, pas Triple J, hein, Triple J. Il y a plein de choses. Et du coup, donc l'œuvre, le timing, le bilan de la saison, oui, très 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 surprenant. Donc forcément, ça ouvre la fenêtre de se dire, il y a un plan derrière, il s'est passé quelque chose, ou il y a un autre projet derrière, mais même avec un autre projet, je pense que Taylor Jenkins aurait mérité de finir la saison. Il y a un peu de ça, c'est le ressenti de tout le monde. Soit il y a un truc qu'on ne sait pas, parce qu'officiellement aujourd'hui, c'est juste un choix de sportif. C'est pas une Ime Udoka, tu vois ce que je veux dire? La communication des Grizzlies autour de ça, c'est merci pour tout, bravo, on n'oubliera jamais. Enfin, il y a rien, il laisse rien présager de mauvais en interne. Donc c'est très curieux. C'est d'où la curiosité. Normalement, quand un coach est viré, c'est que il y a des vrais mauvais résultats. T'as parlé il y a quelques instants du fait qu'ils étaient 2e, 3e avec les Rockets de la conférence Ouest. Ils avaient un bilan très largement favorable, puisqu'il était à 44 victoires au moment où il se fait virer et 29 défaites, donc 5e de la conférence Ouest. Alors oui, sur les derniers matchs, clairement, ça ramait. On le sentait, comme toutes les équipes. Non, mais comme toutes les équipes de la conférence Ouest, on l'a beaucoup dit ensemble. Il y a eu des très hauts, il y a des moments, des temps faibles dans les saisons, dans cette conférence qui est ultra dense. Oh oui, t'arrives pas à gagner des matchs. Là, ils étaient à 5 défaites sur les 7 derniers matchs. Il y a peut-être un peu de fatigue, quelles que soient les réponses, les raisons d'ailleurs, ça peut arriver dans une saison d'arriver un petit peu avec des défaites. Il y avait la projection sur les playoffs, c'était la 4e fois qu'il allait amener cette équipe en playoffs, on les imaginait peut-être passer un tour qu'ils ont du mal à faire, et tu te retrouves donc avec l'éviction d'un mec qui est très proche aussi sur le papier de Ja Morant, parce que Ja Morant n'a jamais eu un autre coach en NBA, donc normalement quand ta star, ça marche pour Jaren Jackson Jr. d'ailleurs, quand ta star est attachée, ou je sais pas, où il y a quelque chose avec le coach, normalement tu écoutes les joueurs. Visiblement, ça vient pas des joueurs, c'est une vraie discussion, enfin une vraie décision plutôt du front office. Tu parlais de politique tout à l'heure, en tout début de Libre Antenne. Moi, je pense que c'est presque philosophique. J'ai l'impression, déjà, reprenons un petit peu l'été dernier, ce qui se passe. Tuomas Isalo, qui vient de faire une saison avec le Paris Basketball monumental, finaliste du championnat de France, gagne la Leaders Cup et gagne l'Eurocup. Personne s'attendait à ce que Paris soit aussi fort. Il amène un style de jeu à lui, une manière de bouger en attaque très particulière, quasiment du jamais vu. Tu peux dire qu'il a commencé à Beaune. Voilà. Il jouait déjà comme ça et gagné. Nous, on le découvre comme ça. C'est vrai qu'il avait gagné. Parce que t'avais pas le basket européen, mais en fait, tout le monde le savait. Il avait gagné la BCL, tout ça. Il se retrouve malgré tout, et c'est assez rare pour être souligné, premier assistant de Taylor Jenkins. Il rentre pas dans le staff. C'est pas Vincent Collet qui est consultant de Kenny Atkinson et qui est là une semaine par mois à Cleveland. Il est premier assistant. Et on sait qu'en NBA, les premiers assistants sont bien payés. Sont bien payés déjà. Ouais. Et puis c'est eux qui prennent le job direct. Donc il faut que tu anticipes tout ça. Donc je pense que déjà, le fait qu'il signe premier assistant, je pense que dans les bureaux de Memphis, on avait une idée de là où on voulait aller. Et ça s'est vu. Et ça s'est vu déjà directement sur le style de jeu de Memphis cette année. On fera d'ailleurs une palette jeudi dans le Thursday Show pour expliquer pourquoi les Memphis Grizzlies sont en train de faire quelque chose qui n'a jamais été vu en NBA offensivement. Donc déjà, il y avait cette tendance-là. Et finalement, pour moi, tu vas pas au bout de cette saison-là avec Taylor Jenkins. Et donc finalement, évidemment, c'est le premier assistant qui prend, c'est Tuomas Isalo. Qui est, pour moi, même si c'est pas le seul à avoir cette philosophie en attaque, parce qu'on sait que tous les assistants de Taylor Jenkins ont été cut l'été dernier, où il a pris beaucoup de gens qui
qui sont dans la philosophie de Thiago Massidalo, je me dis, mais en fait, ils gagnent du temps dans leur projet en mettant déjà Thiago Massidalo comme coach principal. Certains disent qu'il va pas rester. Moi, je pense vraiment qu'il va garder le job cet été et qu'ils vont aller encore plus loin dans la philosophie basket de Thiago Massidalo et que du coup, ils lui disent, pourquoi on va attendre cet été? Même s'il le mérite, l'autre, parce qu'en fait, on va gagner du temps et voir cette philosophie si elle marche en play-off. Moi, c'est la première théorie que j'ai eue quand j'ai appris en moins d'une heure que Taylor Jenkins sautait et que Thiago Massidalo prenait le taf. Alors moi, je suis tout à fait aligné avec Erwan. Donc c'est pour ça que c'est intéressant si d'autres ont un avis différent quant à tout ça, parce que jusqu'à ce que y ait une sombre affaire quelque part qui ressort de cette éviction et qu'on pense que c'est qu'une affaire sportive, on est obligé de se pencher sur il est intérimaire, peut-être Thiago Massidalo, mais en fait ils ont envie de lui donner les rênes pour installer ce style. On peut entendre le côté intérimaire et on sait qu'en NBA c'est comme ça qu'ils l'ont annoncé. C'est pour ça c'est officiel. Certes, c'est toujours le premier assistant qui prend, mais en fait, si on reprend vraiment la genèse de l'histoire de Thiago Massidalo avec Memphis, et encore une fois, on ne dit pas du tout qu'il a savonné la planche ou quoi que ce soit. Moi, je crois que le front office des Grizzlies avait déjà ça en tête au moment d'intégrer Thiago Massidalo comme premier assistant. Il n'est pas deuxième, pas troisième. Il n'est pas dans le staff. Il n'est pas juste là pour être conseiller. Il est un premier assistant. C'est un vrai poste très prisé en NBA. Et ils vont chercher un coach européen avec un style de jeu ultra particulier. On connaît quand même les Ricains. On sait que le coaching là-bas, il est quand même différent de ce qu'on fait en Europe. Les coachs ont quand même moins la main qu'un coach européen avec ses joueurs sur le vieux continent. Et donc, en fait, tout ça me fait dire que c'est réfléchi. Et c'est pour ça que je te parle de philosophie. Peut-être pas trop de politique, un peu aussi, mais je te parle de philosophie plus que de sanctions vers Taylor Jenkins. Ce qui est sûr, c'est que quand tu remets aussi en perspective la manière dont il est parti du Paris Basketball, donc du jour au lendemain, hein, disons-le, ils sont quand même mauvaises. David Kahn l'avait mauvaise. Ah, ils lui ont fait confiance. Ça s'est très bien passé la première année. Il y a une opportunité. Il s'en va du jour au lendemain, quelles que soient les raisons qu'on peut comprendre. Encore une fois, d'être premier assistant à Memphis, on peut continuer à écrire l'histoire que tu es en train de raconter en se disant que Zach Kleiman, le GM des Grizzlies, a envie d'aller dans cette direction-là. Je reprends un petit peu Taylor Jenkins. On peut finir juste la parenthèse sur au Paris Basketball et son départ. Ouais, bien sûr. Parce que, certes, il est parti, et ça a déçu beaucoup de gens, parce qu'on a l'impression que le Paris Basketball lui donnait une chance d'avoir une nouvelle étape dans sa carrière. C'est ce qu'il a fait. Il est parti, certes, mais l'héritage Thiago Massidalo est resté au Paris Basketball. L'ADN Thiago Massidalo est resté au Paris Basketball. On sait que quand ils ont cherché un coach remplaçant, il y a eu des grands noms de coach Euroleague. Il y a eu Thiago Splitter, qui n'était pas encore un grand nom du coaching en Euroleague. Ils ont pris le coach qui voulait se rapprocher le plus de la philosophie de Thiago Massidalo. Donc en fait, il est certes parti après qu'une saison, mais il a quand même laissé un vrai héritage et un ADN à cette équipe. Et cette année, quand on voit ce qu'ils font en Euroleague, c'est aussi quelque part le travail de Thiago Massidalo. Il n'est pas parti comme un voleur. Un style et les joueurs. Voilà. Parce que les joueurs sont restés pour le coup. Le garant de ça. Revenons un petit peu à Zach Kleiman, donc le GM des Grizzlies, qui a dit: j'apprécie sincèrement les contributions de Taylor à cette équipe et à cette ville au cours des 6 dernières saisons. Cette décision a été difficile à prendre compte tenu de l'évolution constante et concrète de nos joueurs et de la réussite globale sous la direction de Taylor. Je souhaite à Taylor, encore une fois, tu le disais tout à l'heure, le meilleur. Donc il finit sur un truc positif. Donc je le disais aussi, c'est le meilleur coach de l'histoire des Grizzlies. On parle d'un gars qui a gagné 250 matchs pour les Grizzlies, personne n'a fait mieux, des victoires aussi en play-off. Normalement, dans les conditions là d'éviction d'un mec qui a été aussi important, qui a autant sa patte, qui a eu autant de réussite, c'est quand il y a un gros souci. Est-ce que le problème, ça peut pas venir aussi du fait que les joueurs l'ont peut-être lâché? Est-ce que c'est pas aussi, à un moment donné, on en revient aussi sur le timing? Parce que moi, la théorie de on lui donne... Quand les joueurs te lâchent, t'es top 5, top 4 dans la conférence Ouest. Quand t'as une super équipe, t'as une super équipe. Je suis pas sûr. Quand il y a une vraie cassure entre coach et joueur, et on le voit dans d'autres équipes, et on l'a connu dans d'autres équipes, ça me paraît dur que les joueurs les lâchent. J'ai pas l'impression, surtout que tu dis, il a lancé quand même énormément de joueurs. Je pense à Desmond Bane, Aldama. Tous les joueurs qui jouent aujourd'hui à Memphis, qui sont des joueurs aujourd'hui reconnus NBA, qui ont ou qui vont pouvoir penser à avoir un gros contrat. Je pense au fils Scottie Pippen Jr. aussi. C'est que des mecs à qui il a filé des responsabilités. Oui, mais à côté de ça, on a entendu que Ja Morant ne serait pas content du nouveau style. Voilà. Mais alors du coup, Ja Morant, la star de l'équipe, qui fait sa moins bonne saison statistique depuis sa saison sophomore,
se plaindrait donc de la manière dont son équipe joue, et tu vas titulariser le mec qui amène ce style-là. C'est très étonnant. Écoute, on va accueillir Riyad qui veut parler de ça, parce que j'ai l'impression que Riyad, il arrive. Le cas de Ja Morant, en tout cas, il est pas fini et on verra cet été. Bien sûr. C'est pour ça qu'on fait des longues vidéos et qu'on a le temps. Je vous donne un peu les prémices de ce dont on va parler après. Riyad nous a appelé, apparemment, lui, il a vu un petit peu que les Grizzlies allaient se séparer de Taylor Jenkins. Salut Riyad. Salut. Tu vas bien? Ça va? Ça va et vous? Ouais, impeccable. Tout va bien. Paulo me disait qu'il y avait peut-être des soucis dans l'immeuble de Wi-Fi et de réseau. Donc si ça lag un petit peu, écoutez, c'est pas de notre fait. Et au pire, vous pourrez toujours voir la vidéo en très bonne qualité ou en replay en podcast sur YouTube. Alors dis-nous Riyad, tu disais que t'avais peut-être toi des signes avant-coureurs. Oui, alors en fait moi je suis aux US actuellement, donc j'ai eu la chance de voir plusieurs matchs des Grizzlies. Et donc, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit quand on est en direct sur les parquets, c'est pas du tout pareil. Certes, il y a un bilan qui est très bon, 44-29 aujourd'hui. Mais quand moi, je suis parti voir les matchs, j'ai vu par exemple un Ja Morant qui était totalement à côté, déjà au niveau de l'agressivité. Je l'avais jamais vu aussi nul, qui joue aussi peu de possession. J'ai regardé un petit peu les stats. Entre 2020 et 2023, il joue quasiment 30 pick and roll par match. Là, cette année, il est descendu à 18, pardon. Et donc, il était très mécontent du système offensif. Il se disait que il aimait pas être aux entraînements. Donc, dès le moment où il y a eu avec des entraînements offensifs, il n'était pas du tout présent. Il était là, mais il était sans être là. Et puis, sur le terrain, il y a des attitudes qui trompent pas. À chaque fois que quelqu'un rate quelque chose, ou fait une mauvaise chose, ou fait une mauvaise passe, il y a des attitudes. Il jette les bras en l'air, il souffle. Il n'est pas impliqué en fait. Et j'ai l'impression qu'il y avait vraiment une cassure entre les joueurs et l'entraîneur. Et c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est une cassure entre les joueurs et l'entraîneur, ou une cassure entre certains joueurs et ce nouveau système. La star en tout cas. Pareil. La star. Parlons de Ja Morant. Vas-y, parlons de Ja Morant, pas des autres. Ja Morant. Déjà, moi, ce que et c'est très cool d'avoir un mec qui regarde des matchs sur place. Moi, je l'ai senti. On a déjà vu un débat sur Clutch en disant que cette année, Ja Morant, il était revenu, il se tenait plus ou moins à carreau sur l'extra basket, mais c'est vrai que là je te rejoins à 2000%. Pour moi, cette année, on n'a pas retrouvé le vrai Ja Morant. C'est pas une histoire de physique, parce qu'il est encore capable de mettre des tomates. Quand même, il a été beaucoup blessé cette année. Certes, il a jamais réussi à vraiment enchaîner. Mais quand il était sur le terrain, je voyais pas un problème vraiment physique. Il a raté des matchs, mais ça peut expliquer aussi, et c'est ce qui se dit de plus en plus dans certains podcasts qui sont en train de popper depuis l'éviction de Jenkins, c'est que il s'est quelque part des fois dit blessé alors qu'il n'était pas vraiment. Je pense qu'effectivement, il n'adhère pas du tout au virage méthodique basket des Grizzlies. Et ça se sent, t'as raison, dans certaines attitudes. Des fois, je le trouve assez passif, alors que c'est quand même un slasher de premier ordre. Je le trouve des fois, il se met à un niveau moyen de joueur NBA, alors que on sait que ce mec-là est capable d'avoir dans les jambes un niveau MVP. Donc là-dessus, je te rejoins complètement. Mais ça met pour moi plus de l'eau au moulin du fait que la volonté des Grizzlies d'aller sur un style de jeu nouveau, novateur certainement. En tout cas, Ja Morant ne s'y retrouve pas. C'est vrai que jouer aussi peu de pick and roll, parce que c'est la grande philosophie de ce système-là, c'est de jouer aussi peu de pick and roll. Quand t'es un meneur de jeu superstar, mais évidemment, il y a de quoi faire la gueule. Moi, il y a un truc qui m'étonne dans ce qu'on est en train de dire, c'est que autant je le comprends vraiment. Je me dis si un style de jeu, donc pick and roll, 1 contre 1, où j'ai beaucoup la balle en main, m'amène à 27 points par match, à m'amener à être All-Star, m'amène à être dans la discussion du MVP, parce que c'était le cas il y a 3 ans, vous vous en souvenez avant les problèmes. Et que du jour au lendemain, alors que ça se marche à peu près, sauf quand lui est absent. L'année dernière, il joue seulement 9 matchs entre blessures et suspensions. On pouvait imaginer qu'il allait revenir dans ses petits chaussons et qu'il allait redominer. Visiblement, Ja Morant n'est pas assez équipé, ou pas assez intelligent, ou pas assez ce que vous voulez pour apprécier une autre manière de jouer, encore que la NBA fait que les stars ont le pouvoir. Donc ça, je peux le comprendre. Le problème, c'est que donc Chioma Cizalo va prendre ça. Chioma Cizalo, ce qu'on a connu de lui en Europe, c'était un meneur de jeu ultra rapide, de petite taille, ultra leader. Mais là, je te rejoins. TJ Shorts. Pour moi, Ja Morant, c'est TJ Shorts x 10. Oui. No offense, TJ, on l'adore. Et c'est une explication que je n'arrive pas à avoir, et peut-être que tu vas pouvoir nous éclairer là-dessus. Riyad, c'est que, pour moi, le style de jeu Chioma Cizalo / Paris Basketball, où on voit TJ Shorts depuis 2 ans être un des meilleurs meneurs d'Europe,
Pour moi, Ja Morant, il a tout pour être ce mec-là. Bah Encore plus, parce qu'il est encore plus fort que TJ Short. TJ Short joue tous les ballons de fin de match, par exemple. Après, je pense qu'il y a quand même une grande différence. C'est le leadership de TJ Short qui n'est plus à démontrer. Il est magnifique depuis 2 ans avec le Paris Basketball. Il était certainement avant bonne. Tu m'excuseras, je regardais pas les matchs du championnat allemand ni la BCL, mais c'est un très bon. Su sur DAZN. Voilà, su sur DAZN. Mais on suit Nanterre, après, bien sûr. on sait aussi que les méthodes de Thiauma Cizalo sont hardcore. Ça veut dire qu'il faut quelque part Épouser le projet. Épouser le projet. Il n'y a pas de star. Amarassi nous l'a toujours dit pendant l'interview quand il est venu chez nous. La méthode Thiauma Cizalo, sans les entraînements, les sacrifices, il faut mettre son ego de côté. Ja Morant est une méga superstar, même s'il a eu des problèmes. Peut-être que le problème, il n'est pas finalement basket, il est peut-être humain, et que lui, il a senti ce qu'allait se passer. Il a senti que finalement, Taylor Jenkins, on lui a dit, bon, gros, on va te mettre des mecs, c'est comme ça que ça va se passer, pas autrement. On lui a imposé ça, certainement. Et que finalement, Ja Morant, il a vu ce qui était en train de se passer. Forcément, il est au cœur de la franchise et qu'il s'est dit, ah, mais moi, j'adhère pas à ça. Riyad, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, toi qui suis les Grises sur place? Après, ce qui s'est passé aussi cette année, faut pas oublier qu'il y a un assistant qui a été viré, qui était responsable de l'attaque. C'est Laroche. Et Ja Morant s'entendait super bien avec cet assistant-là. Et ça marchait super bien avec lui. Et aussi, il faut se rappeler, début mars, avant qu'il ait une blessure, entre guillemets, à l'Ischio, début mars, pour moi, il fait un début de mois. Il doit être joueur du mois. Il tourne à 27 points, je crois, 9 passes, 8 rebonds, et il est ultra dominant. Et je crois que les Grizzlies étaient en 4-1, et d'un coup, du jour au lendemain, sans que rien ne se passe sur le terrain, il est sur l'injury report, il est blessé. Et là, comme par hasard, Taylor Jenkins se fait virer, 2 assistants se font virer, dont un qui était responsable de l'attaque. Je regarde l'injury report, et tout le monde est sorti de l'injury report. Et je l'ai vu là, contre les Lakers, c'était samedi, et je l'ai trouvé beaucoup, beaucoup mieux. Les attitudes étaient meilleures. Je le voyais qui parlait avec ses gars, et je le voyais pas dans des attitudes négatives. Et ça faisait très très longtemps que je l'avais pas vu comme ça. Donc je pense que ça lui a fait un bien à lui, et aussi à l'équipe, même si quand je vois les interviews de fin de match ou les interviews de Jared Jackson Jr. ou Bane, ou même de Ja Morant qui dit Taylor Jenkins c'est mon gars, je lui souhaite le meilleur, etc. Mais je pense qu'il y avait une réelle cassure quand même, et que là les attitudes elles trompent pas. J'ai vu le match contre les Lakers, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu. Oui, ça je suis d'accord avec lui. Il y avait une rupture. Est-ce qu'on a souvenir, dites-nous dans le chat, d'un coach qui se fait cut parce qu'il y a une cassure avec son équipe, qui se fait cut à moins de 10 matchs des playoffs? Mais de toute façon, là, je regardais une stat, là, c'est seulement le 3e coach de l'histoire de la NBA qui est coupé après avoir gagné 40 matchs dans une saison. Donc déjà, on est déjà dans un truc qui est totalement hors norme. Mais c'est vrai que là où il a raison, c'est que Noah Laroche, dont il parlait, qui est venu pour justement changer toute l'attaque de Memphis, a été cut lui aussi, pour faire vraiment la place à Thiauma Cizalo. Exactement. C'est complètement ça, c'est pas un signe de faire, pour moi, encore une fois, c'est pas une sanction sportive. C'est pas de l'humain, c'est une philosophie. Je pense que ils font de la place à Thiauma Cizalo et son projet. Et quelque part lui dire, ils ont dû se dire, j'imagine, vraiment, on spécule, hein, oui. Mais on est là pour ça. Moi, je me dis, mais attends, en fait, il y a des playoffs qui arrivent. Quoi de mieux pour Thiauma Cizalo qui est là depuis quelques mois, qui a pris le poste de premier assistant de la meilleure des manières? C'est un mec qui a de la prestance, qui a du charisme, ça se voit. On l'a vu déjà tout de suite sur son premier match face aux Lakers, on le voit sur le bord du terrain. Il est là, il a pas peur d'embrasser ce rôle-là. Vas-y, on va lui filer un run de playoff. On va lui filer un premier tour un peu compliqué parce que quoi qu'il arrive à l'Ouest, le premier tour, ça sera une guerre de tranchées, ça sera un vrai combat. Gagnons du temps. Moi, je vois pas du tout un truc sur le court terme en se disant essayons de sauver notre saison pour passer un tour. Je vois juste mettons ce mec-là, on va gagner 3-4 mois de taf avec en plus un run de playoff on peut peut-être compter ça en saison. Ce qui est sûr, c'est que si c'est pas ça, c'est une catastrophe. C'est aussi ça qu'on peut dire. C'est la seule manière de voir quelque chose de positif dans cette éviction au dernier moment. Et pour moi, il y a rien. Pour moi, il y a rien sur Taylor Jenkins en interne, parce que tu finis pas par on te souhaite le meilleur si tu sais que 3 semaines après ou un mois après il va sortir une dinguerie. Ça c'est clair. Moi, ma vraie théorie sur l'ascension de Thiauma Cizalo, c'est que plus je vois ce qui est dit de lui par les joueurs, par les coaching staff, par les gens qui sont au quotidien avec ce coach-là, c'est qu'on est peut-être en présence d'un grand coach. C'est pas normal qu'un gars fasse un an Beaune, un an Paris Basketball et se retrouve l'année d'après en NBA. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est un Européen, il a un style particulier, etc., etc. Je crois qu'on est peut-être là
en présence d'un mec qui est très très bon avec les front office, donc très très bon pour se mettre en valeur, présenter son projet. On se souvient de la discussion de Stephen l'année dernière dans la forêt avec lui, où c'est un gars qui vient, qui te parle de basket, et qui, s'il est intronisé coach intérimaire et que la volonté de la franchise c'est de l'amener sur le moyen terme, allez, ou le long terme, vous appelez ça comme vous voulez, et ben c'est que possiblement on est en présence d'un gars qui en fait qui est juste au-dessus des coachs habituels, donc au-dessus d'un coach qui est là depuis 6 ans. Et qui est référencé comme l'un des meilleurs coachs NBA. Hein. C'est pas encore une take en NBA, parce que les gens le découvrent. C'est une take qu'on commence à avoir en Europe. Basket News a fait une très bonne vidéo là-dessus, justement, avec nos gars là, qui sont toujours très bons. Pardon. C'est l'émotion. Mais je crois qu'en Europe, et pourtant, c'est cool en Europe, on le connaît depuis 3 ans avec Bonn, Paris, et encore maintenant, on voit son héritage avec le Paris Basketball, et chaque fois que Paris Basketball joue et gagne, on a l'impression que c'est encore lui le coach du Paris Basketball, sans faire offense à Thiago Splitter. Je pense qu'en Europe, il est passé assez rapidement, mais il a marqué tous les esprits des fans du basket européen, et aujourd'hui, on se rend compte de ce qu'est ce mec-là en se disant, ah ouais, mais en fait, il est peut-être en avance. En fait, on est peut-être sur un génie de ce poste-là. Il est en train de rénover, de jouer d'une manière qui n'a jamais été vue, avec des résultats qui n'ont jamais été vus. Aux États-Unis, pour moi, on n'est pas encore dans cette tech-là. Elle viendra parce que les mecs, ils vont s'en rendre compte. J'espère quand même que les playoffs vont se passer de manière tu te fais non dramatique. Tu te fais sweeper, tu prends 4 fois à moins 30. Ça y est jusque-là, mais en tout cas, souvent tu parles des résultats et du contenu. Memphis doit continuer son évolution, sa révolution même, et faire quelque chose en playoff. Je vous demande pas de passer un tour, parce que ça dépend qui tu vas tomber, on verra à la fin de la saison. Mais si tu veux quand même commencer cette histoire, pas lors d'une intersaison où tu lui donnes les pleins pouvoirs, tu as du temps au training camp pour mettre les choses en place, mais juste avant les playoffs, au printemps, alors que tout le monde est en train de se tirer vers le haut, et donc que tu gagnes du temps peut-être sur l'expérience, mais tu prends de gros risques. Ah, mais c'est pour moi, c'est un risque de fou. Voilà. Je lui souhaite en tout cas qu'il puisse, dès l'été prochain, travailler sereinement avec, tu vois, alors peut-être pas des certitudes, mais en tout cas, un bagage d'expérience un peu plus intéressant. C'est ça le risque, hein, quand même, dans tout ça. Tu sais ce qui m'aurait arrangé? C'est qu'ils tapent les Lakers sur le premier match, et j'aurais aimé voir la réaction des joueurs dans le vestiaire, tu sais, quand ils célèbrent les premières victoires de l'histoire d'un coach en NBA. J'aurais aimé voir la joie d'une première victoire avec ce coach-là, avec les joueurs, et pour voir un petit peu, pour essayer de sentir quelque chose. Bon, ça n'a pas été le cas. T'attends quoi de lui, Riyad, pour cette fin de saison? Je rappelle, hein, les Memphis Grizzlies aujourd'hui, après la défense contre le Big Three des Lakers, qui est extraordinaire, ils sont aujourd'hui donc 5e, 44-30, les Lakers sont à 45-29, et que derrière, ça pousse, hein, les Warriors 6e sont à un match et demi pour Minnesota. Bref, la bataille pour le top 6 n'est pas terminée. Ça pousse plus, hein. Ah, Phoenix, ça pousse, mais sur le trône, quoi. Ça pousse pour faire 4. Maximum. T'attends quoi de cette fin de saison, Riyad? Juste pour revenir sur Isalo, déjà. Excuse-moi, vas-y, reviens sur Isalo, alors. Il avait déjà coaché en head coach les Grizzlies pour un match, c'était contre les Lakers. Oui. Et on avait tué les Lakers, tout simplement. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc il avait déjà démontré, même si c'est c'est un échantillon pas assez lourd, donc c'est qu'un seul match. Mais sinon, pour cette fin de saison, moi, ce que j'attends déjà de revoir du beau jeu, parce que là, sur la fin, c'était vraiment très, très ennuyant de regarder les Grizzlies. Je me rappelle du match contre Portland, c'était très dur à suivre. Bref. Mais j'attends vraiment qu'ils retrouvent une âme, l'équipe retrouve une âme. J'espère finir dans le top 6. Il reste que 9 matchs ou 8 matchs. Donc, je pense que c'est largement réalisable. Et après, au niveau des playoffs, moi, je pense que ça va être beaucoup trop court. Parce que là, ils ont que Taylor Jenkins à 2 semaines des playoffs. Donc, ça va être vraiment très, très compliqué de mettre des choses en place. Mais j'attends de voir une équipe et une âme, en fait. Je veux les voir sur le terrain, je veux les voir s'arracher. Et même si ça passe pas un tour cette année-là, comme vous l'avez dit, là, on peut gagner du temps. On peut gagner 4 mois, 6 mois. Donc là, il faut qu'ils bossent, les gars. Et quand ils arrivent aux playoffs, je veux voir des gars qui ont du sang sur les dents et qui sont prêts à aller au bout, quoi. Tu veux des loups-garous, quoi. Un tour, c'est pas grave. Des vampires. Des vampires, ouais. Alors, du coup, Dracula a pris sa retraite, hein, perso. Parle-moi un petit peu, t'as parlé de Ja Morant et de ses attitudes. Est-ce que il y a un doute sur la suite de la carrière de Ja Morant à Memphis, d'après toi, Riyad? D'après moi, non. Et en plus, ce qui se dit sur les télés locales, c'est que non. Ja Morant est là et il va rester là. Okay, après, est-ce qu'il peut aller ailleurs? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut envoyer pour Ja Morant? Mais en tout cas, il est en contrat jusqu'à 2028. Hein. Il est en contrat jusqu'à 2028. Son super max après le contrat rookie, il est loqué. Il faudrait que soit les Grises voient quelque chose
ou ne croit plus en Ja Morant et donc le transfert, ou alors que lui pète les plombs et demande son transfert. Voilà, on en est encore loin. Hein. Il y a pas un monde cet été où TJ Short et Lon Kratzer ils déboulent à Memphis. Il y avait un commentaire tout à l'heure d'un gars qui disait laissez partir Ja Morant, allez chercher comment il s'appelle McCollum, ce genre de joueur, et prenez TJ Shorts. C'est pas la porte d'ouverture pour une arrivée de TJ Shorts en NBA. McCollum marche pas du tout dans le système Tuomo Cizalo. Non, il y a des gens de Téméré, ils voulaient les deux en fait. Ah ouais, d'accord. Non, mais il y a des gens de Téméré. Il y a pas un monde où TJ Shorts qui est en fin de contrat avec Paris Basketball arrive pour tenter sa chance en NBA, et pourquoi pas? Ce qui est sûr, c'est que après la NBA, c'est tellement un autre délire. Ils ont pris le meneur japonais là qui nous avait fait des grandes misères. Oui. Il joue pas, il est dans le roster, il joue pas beaucoup. La NBA, c'est quand même un autre monde, un autre business. Il y a quand même des mecs qui mettent énormément d'argent. Yuki Kawamura. Ouais, après, il semble là pour le coup, si notre théorie. Et je te mets dedans, Riyad. Notre théorie de faire la place à Tuomo Cizalo et sa philosophie particulière, je pense que s'il veut ramener le mec qui a incarné toute cette philosophie et toutes ses victoires. Mais bon, honnêtement, personne lui demande d'être TJ Shorts en Europe, mais juste, non, mais je te parle d'avoir un spot, en fait. Je crois pas. Bon. Peut-être, je crois pas. Moi, je ne réponds plus de rien, hein. Moi, si TJ Short, et l'année prochaine, on va lui proposer des contrats à 1,5 million, 1,5 million la saison en Euroleague. J'espère au moins, bon, il y a Tekken Rinton qui vient de signer pour 3,5. Il peut prendre 1 million, 2 millions, hein. Avec un rôle de titulaire assuré. Bon, qu'il aille pas un NBA au bout du banc, qu'il continue à nous régaler en Euroleague. Mais bon, je crois pas. C'est pas la même chose, on parle pas de la même chose. J'y crois pas. Il y a un truc dont on va pas parler, c'est que, par rapport à Ja Morant. Par contre, les Kratzer, j'y crois. C'est que c'est la première fois que Ja Morant n'est pas la personne la plus importante au sein de l'effectif. Que Jaren Jackson Jr. son équipe. Jaren Jackson Jr. est devenu All-Star cette saison. Il a pris le leadership de l'équipe parce que lui jouait les matchs. Il y a quand même 23 matchs d'écart joués entre les deux joueurs. Il a profité de cette manière de jouer aussi. Même si Desmond Bane et Ja Morant sont toujours aussi importants. Ja Morant a été très bon, tu le disais tout à l'heure, après son retour de blessure. Boum, il s'est reblessé pour 5-6 matchs. Et là, il faisait son retour encore une fois contre les Lakers. On voit l'intronisation dans le 5 de Jalen Wells, le rookie qui est un vrai bon joueur des deux côtés du terrain. Il y a toujours des mecs. Il y a l'arrivée de Zach Edey. On sait, Zach Edey dans ce profil-là, dans ce jeu-là, c'est étonnant. C'est étonnant. C'est étonnant, mais là. C'est étonnant, Erwan. Moi, il y a des trucs, je peux pas me projeter. Par exemple, ce que Paris Basketball ne fait pas du tout, c'est foutre la balle intérieure. Merci. Là, lui, il voit des gonfles. Mais encore une fois, ça s'explique dans ce jeu de mouvement permanent. Au bout d'un moment, t'as un grand qui peut mettre des paniers. Donc, forcément, t'as aussi envie de lui donner la balle. C'est pas qu'une histoire de système par moment. Donc, Kratzer, il a les mains, il a les mains pleines de pouces. C'est pas le même Kratzer qui va jouer des post-up. Voilà. Donc même là, hein. Et, par contre, Jalen Wells, il te fait penser à personne, quand il joue? En attaque? À qui? Je sais pas, dans la NBA, il y a beaucoup de joueurs. Donne-moi un mec. Non. À qui? C'est pas TJ Ward un peu? Ouais, il y a un peu de ça. Pas TJ Ward, n'importe quoi. Tyson Ward. Il s'appelle Junior aussi. Ouais. Oui, si tu veux. Oui, si tu veux. Non, mais en fait. Enfin, je veux dire, ça, c'est des postes liés, qui peuvent mettre, ils font, mais dans les mouvements, regarde dans tous les mouvements, dans les backdoors, dans cette espèce dans le jouer les lignes de fond, voilà. Il y a de ça, dans les tirs ouverts qu'il a. C'est ça que je veux te dire. Je pense même pas que les deux joueurs ont un profil à la base similaire, mais en tout cas, dans ce système-là, je vois des mouvements, des choses, Je vais peut-être trop loin. Écoute, on va regarder quand même les cotes. Parce que les Grizzlies veulent aller en finale. Ce serait bien, une fois. Regardez pour aller en finale à la conférence Ouest. Oklahoma est grand favori, bien sûr. Denver, Los Angeles sont 2 et 3. Les Warriors à 9. Les Clippers 20, comme Minnesota. Les Grizzlies sont donc cotés à 30 devant les Houston Rockets. Autant vous dire que peu de personnes croient aux Grizzlies en finale NBA. Ça, c'est les cotes sur Winamax, hein, bien sûr. Vous le savez, c'est interdit strictement aux mineurs. On ne déconne pas jamais avec les paris sportifs. Si vous voulez rejoindre et que ça vous amuse pour le coup de faire les paris sportifs, vous voyez là, juste en bas, vous avez avec le code FT10 10 € supplémentaires sur votre premier dépôt, sachant que vous avez 100 € remboursés sur le premier pari. Ça te semble, Riyad, ça te semble normal d'être si bas parmi les favoris dans la conférence Ouest? Après, on a dégringolé au classement. On est passé de 2 à 5. On est catastrophique contre les équipes qui ont plus de 50%. Je crois qu'on a fait une seule victoire cette année. Donc non, ça m'étonne pas. C'est même normal, on est à notre place. Et puis, on n'a pas un seul run de playoff assez intéressant. Clairement. Le mieux qu'on ait fait, c'est demi contre Golden State en 2022. Oui. Ça remonte à 3 ans. C'est vrai. Et Ja Morant est super à ce moment-là. Donc cette année, je vois pas dans quel monde on peut aller en finale de conf. Si ça reste comme ça, premier tour contre les Lakers, un revival d'il y a 2 ans. Ce serait lourd, hein?
Ouais, ce serait très bien. Ce serait lourd. De toute façon, Le match a été cool. Hein. Le match là, c'était un vrai bon match de basket entre deux équipes qui sont un peu différentes, mais qui nous régalent. T'es pas étonné non plus. Vous avez vu, hein, on a mis volontairement les Houston Rockets en tout dernier en bas parce que les Grizzlies et les Rockets qui étaient donc 2 et 3 pendant longtemps, les Rockets qui sont toujours tout en haut, eh bien personne n'y croit quoi. En même temps, là tu viens de changer de coach, donc oui, c'est difficile d'y croire. C'est à toi que je parle, Erwan. Ah pardon, j'étais en train de remettre ma montre à l'heure parce qu'en fait j'avais oublié de le faire. Mais t'as raison, c'est le bon moment pour mais le faire. c'est toujours pas derrière quelle heure il est exactement. Il est 20h44. Eh merde, je fais n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme avec Houston la semaine dernière, que ce qu'on a dit, c'est que on aime les projets, on aime les ambitions, on aime des bonnes saisons régulières, on aime les joueurs qui évoluent, les systèmes de coach, que ce soit Udoka ou maintenant Chuma Cizalo. Mais on peut dire ce qu'on veut, hein. Ce qui fait foi, c'est les playoffs. Passer des tours, sortir des équipes. Voilà. Là, quand tu fais ça, battre 4 fois une équipe en moins de 15 jours, tu vois, tactiquement s'ajuster, avoir la force mentale, l'épreuve de passer une équipe qui te met dans le dur. Voilà. Ça, battre des mecs comme LeBron James en playoff, battre des mecs comme Kevin Durant, qui sera pas en playoff, ou Steph Curry, ou autre. Voilà. Ça, en fait, c'est bien beau le basket, mais ce qui rend des projets compatible et avec des finales de conf ou plus, c'est à bout d'un moment, c'est ça, c'est ce que t'as dans le bid. Là, pour l'instant, ce qu'il y a sur le papier, c'est cool, mais voilà, tout doit passer par des playoffs et par des matchs où on se dit, waouh, ok, il y a quelque chose. C'est pas le cas encore de Memphis. Pour clôturer cette vidéo, j'ai une question à Riyad. Qu'est-ce que tu fais à Memphis? Eh oui, putain, j'avais posé la même. Bah oui. Bah, en fait, le problème, c'est que c'est un tout petit marché. Il se murmurait, à la trade deadline, il y a eu un accord entre les Suns et Memphis pour Durant. Sauf que Durant, il a dit non, je ne fais pas Memphis. Pareil, lorsqu'il y a eu des rumeurs sur Butler à Memphis, Butler, il a dit non, je ne vais pas à Memphis. Donc, c'est très compliqué de ramener une superstar. Donc, j'ai l'impression qu'on est obligé de passer par la draft pour pouvoir espérer avoir le joueur qui pourra compléter peut-être Ja Morant. Mais avec l'équipe qu'on a actuellement, pour moi, il faudrait faire un trade. Il faudrait monter un trade. Faudrait un lieutenant à Ja Morant. Il a dit Jaren Jackson Jr., c'est pas un lieutenant? C'en est un, mais ah ouais, je garderai Jackson Jr., mais je pense que je traderai Bane pour quelqu'un d'autre. Tu veux plus fort que Bane. Bon, écoute, vraiment les histoires de trade, on verra cet été, on verra. Mais Riyad, tu ne réponds pas à ma question. Qu'est-ce que tu fais à Memphis? Tu vis à Memphis? Non, je suis à Louisville. Ah, très bien. Et alors, qu'est-ce que tu fais à Louisville? T'es à la fac de Louisville? Non, je travaille. Qu'est-ce que tu fais? Je suis ingénieur. C'est un voilà, secret. le mec, tu bosses à la CIA ou quoi? Dis-nous ce que tu fais, frérot. Attends. Ingénieur. Mais ingénieur en quoi? En logistique. Ah, l'ingénieur en logistique. Il veut pas nous dire, en fait. Il veut pas nous dire. C'est secret. Qu'est-ce qu'il y a il y a personne. C'est le caméléon, le mec, en fait. Il s'est barré pour fuir une histoire d'amour. C'est clair. Ça se passe bien, quand même? Non, je suis ingénieur logistique. Et ça, tout va bien? Tu kiffes ta vie là-bas? Ouais, franchement, c'est lourd. Tu conseilles Louisville alors pour venir un peu aux States? Ok. Bon. C'est top. Très bien. Bah écoute, merci de nous avoir appelés. Un peu aussi, j'ai l'impression, non? Non, pas du tout. Oh bah bravo. Bien vu. Non, mais c'est pour ça. Bah, il regarde le basket, ça. Il est ingénieur. C'est vrai, ouais. Tu vois? Bon, alors après, les ingénieurs sur les terrains de basket, ils cassent les couilles, hein. On va pas se mentir, hein. Il y a John Stockton et puis il y a les autres, voilà, quoi, tu vois, dans l'idée. Il y a les ingénieurs qui n'ont pas le non diplômés. Merci Riyad, en tout cas. Merci Riyad, tu nous as régalé. Merci les gars. À bientôt. À la prochaine. Ciao. Ça, on adore ça. Bah oui, ça c'est les profils qu'on aime. Pour finir, Taylor Jenkins donc est sur le marché. C'est ça va devenir forcément l'un des coachs les plus voulus de toute la NBA. Ça, c'est pas devenu une pipe du jour au lendemain. Hein. Ah bah non, au contraire. Il va devenir, c'est le nom que tout le monde cite pour prendre les futurs jobs. Petite info, il vient du Texas, donc il y a cette rumeur, c'est cette envie peut-être commune que Taylor Jenkins prenne la suite de Greg Popovich s'il décide d'arrêter de coacher complètement. Donc voilà, on peut imaginer que Taylor Jenkins arrive dans un projet comme celui des Spurs. On verra de quoi sera fait son futur, mais on le disait tout à l'heure. Il va retrouver coach, le référencé. Bah oui. C'est un mec qu'on verra dès l'année prochaine en NBA. J'espère. Ce serait très étonnant, ou alors il le prend vraiment mal, il prend une année sabbatique. Tu sais, il y a des mecs comme ça qui ont besoin un petit peu de repos. Ça peut arriver. C'est vrai que ça fait 6 ans qu'il est là, donc ils aiment avec la pression que c'est et tout. Bon là, du coup, il est en vacances un peu plus tôt que prévu, donc. Bahamas pendant 2 mois et puis ça va aller, Taylor. Mais bon, en tout cas, si vous avez des idées d'endroits où il pourrait atterrir dès l'intersaison, vous n'hésitez surtout pas à nous dire. C'est toujours intéressant d'avoir tous ces avis-là sur les coachs et sur donc les changements au sein des franchises. Si tu nous regardes en podcast, merci. Et si tu nous regardes en replay, tu peux mettre un petit like et un commentaire. On le lira avec plaisir.